может стать попытаться, можешь поделиться сном everyday. Перетяги, дышу музыкой на слоу. Я тону в этой саге, пока дымится нутро. Non mais tu t'es cru où là? Tu t'es cru sur TikTok avec des musiques random et puis un format vertical. Allez, vertical. La verticalité, je veux bien, mais pour la transcendance. Oui, parce qu'on va parler philosophie antique, on va parler métaphysique médiévale, puis on va parler botanique, et notamment les plantes carnivores. Alors tu me dis, mais c'est quoi ce bordel mandril? Bah vous êtes dans un apocadrille assez spécial et je me réjouis de vous embarquer dans une aventure philosophico-botanique. De Anima, de l'âme si vous préférez, d'Aristote. Un ouvrage exceptionnel qui nous explique que s'il y a du mouvement, c'est parce qu'il y a de l'âme dedans. Et les plantes ont une âme. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Parce qu'elles ne bougent pas les plantes, à part bien sûr nos petites amies spéciales qui viendront plus tard. D'ailleurs, les plantes carnivores, ça a été longtemps une énigme. Effectivement, comment des plantes peuvent faire preuve d'un comportement strictement animal? N'ont-elles pas été créées pour servir de nourriture aux animaux? Genèse 1, 29, 30. Mais revenons à Aristote. Parce qu'avant, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous voulez, la plante, elle a une âme parce qu'elle transforme de l'inorganique en organique. Il y a donc un mouvement. Il y a un mouvement qui donne la vie, ou qui transmet la vie, l'âme nutritive. Des racines qui se déploient dans le sol, elle les absorbe et elle devient vivante. C'est l'âme nutritive. Il faut s'imaginer que ces racines s'intériorisent dans la créature, dans une nouvelle créature, c'est l'animal. L'animal a cette fois des viscères, il est plus lié au sol, il a la fonction locomotrice et l'âme devient sensitive. Elle contient toujours l'âme nutritive, parce qu'il va manger du coup des plantes qui, elles, font le travail, de l'inorganique à l'organique, mais il est cette fois sensitif, l'âme sensitive. Et puis après, il y a une nouvelle, on va dire, intériorisation. C'est une nouvelle âme, c'est l'humain. On peut traduire comme l'âme rationnelle ou l'âme intellective. C'est ce qui nous différencie des animaux et bien sûr des plantes. Cette espèce d'intériorisation des racines en 2 temps, il ne le fait pas en 3. Parce qu'Aristote, on pourrait dire, mais attends, c'est cette panse-là, elle permet qu'on pense. Eh ben non, c'est un joli petit clash qu'il y a à l'époque dans l'Antiquité. Déjà avec Platon, la conception antique de la fonction cérébrale, la fonction de pensée, se résume en 2 écoles et 2 théories. Il y a le cardiocentrisme et le céphalocentrisme. Le cardiocentrisme, c'est Aristote. C'est une théorie selon laquelle le cœur, organe chaud et sec, est le siège des facultés mentales. Et le cérébrocentrisme, ou céphalocentrisme, théorie de Platon, qui va aussi être plus tard celle de Galien, un grand médecin de l'Antiquité, selon laquelle les facultés mentales sont localisées dans le cerveau. Alors c'est très intéressant. On aurait pu penser que Platon, avec son idéalisme, plaçait le siège de la pensée dans le cœur, et Aristote, rationnel comme il est, vous connaissez tous la peinture, il y a le doigt en haut, le doigt en bas, l'école d'Athènes de notre cher Raphaël, eh ben non. Aristote, pour plein de raisons, place la pensée dans le cœur, alors que Platon place dans la tête.
Revenons aux âmes, parce qu'à la base, on parle de végétaux. Et tu vas me dire, mais c'est quoi le lien? Ben justement, l'âme, je vais vous faire la théorie de l'oignon. Vous voyez cet oignon? Eh ben en fait, c'est exactement ça. C'est comme un oignon et chaque âme contient l'autre. Petite dédicace à mon ancien prof Schultes, je la trouvais très drôle. Aristote, c'est comme un oignon. Bon, voilà. Souvenez-vous, s'il y a du mouvement, il y a de l'âme dedans. Ou en tout cas un principe moteur. Si tu arraches une patte à un insecte, et puis qu'elle continue à bouger, c'est l'âme sensitive qui continue à la faire bouger. Tu sais, ils n'ont pas le concept du système nerveux. L'Antiquité a un système physique et métaphysique imbriqué. Le ciel bouge, les éléments se déplacent. Il y a une âme dans les astres, il y a une âme dans les sphères célestes. Comment ça se fait que les choses bougent? Si il faut une âme pour que ça bouge. Comme je vous le disais, si le ciel et les astres bougent, il y aurait comme une âme, ou du moins un moteur selon Aristote, appelé intelligence. Aristote établit que les corps célestes sont mus par des substances spirituelles. Et Thomas d'Aquin, comme nos amis musulmans, évidemment, ils verront des anges. Parce qu'à une époque, nos amis musulmans, je dis bien les musulmans, Arabo, musulman. ben c'était pas ça. Donc voilà, des coups de bouteille, des coups de couteau. C'était ça. Et vous connaissez la théorie, on se foutait sur la gueule, mais le soir, on contemplait ensemble le ciel, dans l'Andalousie mystique, incroyable, où l'arabe et le grec se mélangeaient, on nommait ensemble le ciel. Ouais, ça c'est Michel Serres. Ouais, super, ça c'est... Ok, boomer, oui, bien sûr. En effet, Avicenne, Al-Ghazali, Moïse Maïmonide et la plupart des philosophes scolastiques chrétiens ont identifié les intelligences d'Aristote avec les anges de la révélation, associant ainsi un ange à chaque sphère. Al-Farabi et Avicenne, à la suite de Plotin, ont soutenu que les moteurs d'Aristote, appelés intelligence, sont apparus à travers une série d'émanations commençant par Dieu. En fait, oui, Dieu, c'est la première intelligence qui émane une sphère. Et son âme en une seconde intelligence. Le processus se poursuit à travers les sphères célestes jusqu'à la sphère de la Lune, et son âme est une dernière intelligence. Oui, effectivement, il faut s'imaginer qu'à chaque sphère céleste, Saturne, Jupiter, Mars, pam, 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 à chaque fois, il y a une âme, une intelligence, et plus on s'éloigne de Dieu, plus à partir de la Lune, eh ben, il n'y a plus une âme qui agit en un mouvement parfait, circulaire, comme tous les astres font. Mais tout va se casser la gueule dans une myriade d'âmes. C'est la Terre. Sous la Lune. C'est pour ça que dans l'Antiquité, et les musulmans vont reprendre cette idée, le monde sublunaire est imparfait. Tout ce qu'il y a sous la Lune, ça merdouille. Tout ce qui est au-delà de la Lune, on rejoint un principe, une intelligence pour que ça bouge. Une intelligence qui contrôle Jupiter, une intelligence avec des astres parfaits, qui eux-mêmes essayent de rejoindre la perfection divine. Et puis sous la Lune, le monde sublunaire. C'est le désordre.
Chaque élément essaye de rejoindre Dieu par la perfection. Et quoi de plus parfait que le cercle ou que la sphère? La cosmologie des théologiens médiévistes. C'est à la moitié du XIIIe siècle que l'angéologie devient un réel objet d'étude universitaire et qu'elle acquiert un statut scientifique. L'approche de Thomas d'Aquin confère aux anges un statut n'étant pas uniquement théologique mais philosophique. Ce sont les anges substances. Séparés des conditions de fonctionnement de l'univers entier, les anges conservent, chez les médiévistes, le rôle des substances intermédiaires, cause efficiente du mouvement des astres et directement du mouvement terrestre. Cette analogie est fondée sur des caractéristiques communes, l'incorruptibilité et l'individualité. Les sphères sont incorruptibles, étant déjà parfaites, elles ne sont pas soumises au changement. C'est pourquoi leur mouvement est circulaire, contrairement au mouvement des objets du monde sublunaire. Vous l'avez bien compris. Cette circularité, ainsi que l'absence de contrariété, caractérise le mouvement céleste. Il y a des mouvements célestes parfaits. Et ce sont les anges qui mettent en mouvement ces sphères parfaites. Je vous montre maintenant des images qui illustrent tout ce que je viens de vous dire. Les anges font fonctionner de manière parfaite le rouage de l'univers. Et c'est génial comme ces enlumineurs mettent des petits mécanismes et des petites manivelles. Là, je trouve ça d'une inventivité, d'une poésie, d'une beauté et d'une subtilité intellectuelle. C'est pas juste des anges qui tournent des manivelles. Il y a tout un substrat philosophique. Un héritage. Je parle souvent de Jeanne Hersch, qui a un super bouquin, L'étonnement philosophique de Jeanne Hersch, a plein de pistes, des présocratiques jusqu'à la philosophie analytique. Dans la nature vivante, il y a d'abord les plantes. Elles possèdent la fonction de la nourriture. Elles empruntent de la matière à leur environnement et elles se l'incorporent. Leur forme assimile de la matière inerte, mais qui peut devenir vivante. Elles actualisent la vie de la matière dans l'unité du corps végétal. Au-dessus se trouve l'animal. Il est capable de sensation et de motricité. Aristote s'interroge sur la transition, la continuité, qui doit exister entre la plante et l'animal. Sa réponse: l'animal est une plante qui a rentré ses racines à l'intérieur de lui-même pour en faire des entrailles. Une telle affirmation n'a sans doute pas beaucoup de sens pour un biologiste moderne. Elle en a... Alors, moi, pour un dessinateur, je trouve ça génial. Moi, je vois tout à fait... Voilà. Moi, ça me parle. L'animal est une plante qui a rentré ses racines à l'intérieur de lui-même pour en faire des entrailles. Une telle affirmation n'a sans doute pas beaucoup de sens pour un biologiste moderne. Elle en garde un pourtant profond et important du point de vue du lecteur philosophe. Elle lui révèle comment Aristote pensait. La plante, par ses racines, dépend encore entièrement de la matière indéterminée qui l'entoure. Elle puise sa nourriture, mais elle y reste fixée. Quand on passe à l'animal, on constate une actualisation par la forme en tant qu'indépendance et détermination. Les racines intériorisées, devenues entrailles, permettent de passer de la fixité végétale à la liberté du mouvement, éclairée chez l'animal par la perception sensible. La forme a gagné. Oui, parce que ça, c'est comme un joli pied de nez d'Aristote. C'est que le résumé de ça, c'est que l'âme, c'est la forme du corps. Ou plutôt, le corps, c'est la forme de l'âme. Tu me montres ton âme, je te dis la forme que t'as. Et inversement, la forme que t'as, c'est la forme de ton âme. Tu me montres ton âme, je te dis la forme que t'as. Et inversement, la forme que t'as, c'est la forme de ton âme. Ben, c'est là que tu comprends qu'en fait, les âmes sont magnifiques, des plantes. On est dessinateur. La mysticosphère, c'est principalement composé d'artistes et de penseurs. Mais regardez Ernst Haeckel. Que tu sois dessinateur ou pas, tu vois, je veux dire, si ça, c'est une forme d'âme, Ernst Haeckel, alors du coup même le phytoplancton, c'est magnifique, ce sont des âmes parfaites, pures. Parce qu'on rejoindrait le microcosme et le macrocosme. La sphère parfaite des Volvox. Les formes géométriques parfaites des diatomées. Perfection.
Microcosme, macrocosme, alchimie, Ernst Haeckel. D'ailleurs, il a super bien dessiné les plantes carnivores. C'est très intéressant ce concept de la nourriture, où on est dépendant, on est carrément fixé à elle, pour ensuite, après, pouvoir avoir l'animal qui lui-même est libre, mais doit se déplacer pour l'avoir. Et l'humain, il est libre de quoi? Sa pensée maintenant. Il doit se déplacer où? D'où doit-il voyager intérieurement peut-être pour être nourri? Ça, c'est pas Aristote qui le dit, c'est de l'exégèse mandrilienne, mais bon. La nourriture. Voilà la nourriture. C'est bien là le problème de la nourriture. Est-ce que nous sommes pauvres en nourriture intellectuelle, comme ces plantes carnivores sont pauvres en nourriture? La preuve, là on parle de nourriture, mais c'est justement dans des endroits pauvres en substances nutritives, pauvres en substances azotées qu'on trouve nos chers amis plantes carnivores, essentiellement dans des tourbières. Est-ce qu'on trouve les humains essentiellement dans des endroits pauvres en substances angéliques? Où sont les humains? Les humains sont où? Est-ce qu'actuellement les humains sont dans les églises? Est-ce qu'actuellement les humains sont dans les endroits saints, indépendamment du tourisme de masse? Non. Où va-t-on puiser la nourriture? Les humains sont où? Où sont les humains? Il y a des humains par là où... Non, il n'y a rien. Je vous ai dit avant que l'existence des plantes carnivores a posé problème. Parce que par rapport à tout ce que je vous ai dit, indépendamment de l'héritage aristotélicien, mais comment ça se fait que c'est une fonction animale? Elle digère, elle mange. L'histoire est assez cocasse. Et là, on part un peu en botanique. Si j'avais pas fait dessinateur ou si j'avais pas chauffé le banc à l'uni en philo, j'aurais peut-être fait botaniste. J'aurais adoré. Une fois admise l'existence de telles diableries, l'imagination va mon train. De tels végétaux ne peuvent qu'être animés d'intentions malignes. Les fantasmes collectifs, alliés à de nombreux et délirants récits vécus d'explorateurs du 19e siècle, ont contribué aux légendes tenaces et celles du terrible arbre mangeur d'hommes de Madagascar. Alors les mecs, ils sont partis en couille avec cette histoire d'arbre mangeur de Madagascar. Je sais pas si vous connaissez. Je vous la résume. Ce cas botanique bizarre a commencé le 28 avril 1874. Lorsque le journal new-yorkais The World a publié cette histoire complètement barjot. On relate une découverte faite par un scientifique allemand. Un scientifique allemand, Karl Lesche, son compagnon Hendrik lors de l'exploration de l'île de Madagascar. La majeure partie de l'article consistait en une lettre écrite par Lesche à Zanzibar, qui a été envoyée à un collègue. Dans sa lettre, le botaniste allemand a décrit comment, après avoir rencontré un groupe de membres de la tribu Mkondo, lui et Hendrik ont été invités à observer une cérémonie sacrée impliquant un arbre. Alors en gros, on va te décrire une espèce d'arbre ananas géant, machin, truc complètement barjot, et tout, tribu, tout le monde se rassemble devant, tout le monde danse, et c'est du méchant patriarcat tribal. Attention, on va forcer une femme à faire des trucs, La femme, obligée à coups de javelot de monter en haut de l'arbre, a atteint une feuille et doit boire dans une mare de liquide. Alors imaginez cette scène. Bois. Et cette fois, c'est en africain, donc normalement on n'a pas le droit. Mais le Moyen-Âge, on a le droit de dire, on a le droit de critiquer, mais pas l'Afrique. L'atride arbre cannibale qui était si inerte et mort a soudainement pris une vie sauvage, avec la fureur des serpents affamés frémit en un instant au-dessus de sa tête. Puis comme si l'instinct d'intelligence démoniaque se fixait sur elle, en un enroulement soudain autour de son cou et de ses bras, puis tandis que ses cris affreux et ses rires encore plus terribles s'élevaient sauvagement pour être instantanément étranglés à nouveau dans un gémissement gargouillis. Les vrilles les unes après les autres, comme les grands serpents verts, avec une énergie brutale et une rapidité infernale, se levaient, se rétractaient et enveloppaient pli après pli, se resserrant toujours avec une rapidité cruelle et une ténacité sauvage, des anacondas s'attachant à leur proie. Alors l'article est très intéressant parce que, à la base de l'arbre, les membres de la tribu ont célébré buvant un mélange de liquide semblable à du miel et de sang qui suintait les feuilles et le tronc. Donc tu vois, ils sont là,
ce botaniste allemand et anglais observe cette sauvagerie tribale, ceux qui ont consommé la concoction hideuse seraient devenus fous et frénétiques, plongeant l'ensemble du rassemblement dans le délire. Horrifié, Hendrik éloigna son compagnon et les deux hommes s'enfuirent. Ah oui, bah ouais. La civilisation occidentale face à la barbarie rituelle, chamanico-extatique. Bon, la littérature et le cinéma sont aussi à l'origine de l'aura du mystère qui tourne autour des plantes carnivores, mais ce petit récit, j'avais envie de vous le faire partager. La question est de découvrir dans quel but un végétal est-il doté de feuilles aussi sophistiquées. Avant que le cinéma et la littérature en fassent business, ça a été un sacré fight, les biologistes, de savoir comment ça se fait. Pourquoi? Alors, la découverte de la dionée, en tant que carnivore, est indiscutable. On le voit bien. Le but précis de ces feuilles très sophistiquées était très étrange pour les scientifiques de l'époque. Ah merde! Merde! On a d'ailleurs appelé ce phénomène un miraculum naturae. Il faut attendre 1875 pour que la publication Les plantes insectivores de Darwin marque un tournant dans les études des plantes carnivores. Et ceci va ainsi clore l'interminable controverse entre les partisans de la carnivorité végétale et ses adversaires. Une des plus vieilles plantes carnivores fossilisées, comme les plantes à fleurs, date de 120 millions d'années. Archaeamphora longivis Archaeamphora longicervia, une espèce d'urne qui piège les insectes. Être carnivore, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut attirer sa proie, l'attraper, la tuer et la digérer. Et bien sûr l'assimiler, sinon ça sert à rien. Si vous attrapez des trucs et vous les digérez pas et que vous les assimilez pas, vous les éliminez avec vos crottes, ça vous fatigue pour rien. Et j'ai l'impression que c'est la plupart de mes amis universitaires et mes amis artistes qui consomment des informations, mais ne les digèrent pas. Et la même chose dans l'ésotérisme. Dire c'est bien beau de lire le Kybalion, c'est bien beau de lire le livre des morts tibétains, c'est bien beau de lire... Mais au final, vous faites quoi à part consommer, cher Antoine Goya? Vous consommez, comme Goya qui consomme des films d'auteurs français que personne ne regarde. Vous faites... C'est quoi la différence? Est-ce que vous faites comme les pandas? Parce que le panda, lui, si jamais, j'appelle d'ailleurs l'effet panda dans le milieu universitaire, mais aussi dans le milieu artistique. Il pompe sur Instagram, vous scrollez, vous matez plein de trucs incroyables, mais vous en faites quoi? Dans le meilleur des cas, vous copiez, mais est-ce que vous vous inspirez pour faire autre chose? Le panda, il digère pas les végétaux, et pourtant il est végétarien. Il est obligé de manger 10 à 20 fois plus de ce qu'il devrait manger pour un animal normal. Vous voyez les métaphores qu'on peut faire avec les plantes carnivores? Bon là j'utilise encore un panda, mais... Vu que je suis dans le milieu artistique, et le milieu artistique est quand même passablement gangréné par la Pink Mafia, je vous laisse imaginer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des jolies métaphores à faire avec les plantes carnivores qui sont des attracteurs passifs ou actifs. C'est un peu comme certaines sexualités de mes amis artistes, de la Pink Mafia. Passif, où le piège est glissant et en forme de puits, puis l'insecte tombe dedans et se fait digérer. Et il y a les plantes où le piège est actif, le piège à mâchoire, des feuilles articulées. Et ça, c'est ce qui nous intéresse en tant qu'artistes. Nous, on veut dessiner des putains de trucs de malades. Je renvoie au cabinet des horreurs. Plantes carnivores extraordinaires. Animatronique avec plus d'une dizaine de marionnettistes pour la faire fonctionner. Bon, large sujet, j'en ai déjà parlé dans un Apocalypse. Donc, un piège actif, vous connaissez tous la dionée, c'est une fermeture en plus de 30 secondes, et un joint d'étanchéité mucilagineux et rendre prisonnier l'insecte, et va se remplir d'un liquide digestif acide. Il ne restera après 3 semaines que des parties chitineuses indigestes de l'insecte piégé. Qu'est-ce qui reste de vos lectures? Qu'est-ce qui reste de De Anima d'Aristote, quand vous l'avez lu? Qu'est-ce qui reste d'un bouquin comme Jeanne Hersch, où vous avez l'ensemble de l'histoire de la philosophie depuis les présocratiques jusqu'à Freud? Mais bien sûr, on va passer par Hegel, l'empirisme anglais, Thomas d'Aquin, Saint-Augustin. Qu'est-ce qui vous reste après? Est-ce que vous digérez ou vous laissez des déchets et des parties chitineuses de vos lectures? Quelles sont les parties indigestes de vos lectures?
Le tout ou quand même certaines substances. D'ailleurs, parlons de digestion. Nous sommes incapables de digérer. Là, je parle vraiment du ventre. Je ne parle pas de ce qu'on lit. Parce qu'à la base, on devrait se souvenir, non? La réminiscence, l'anamnésis. Mais passons. Revenons toujours au concret. Vous avez bien compris sur ma chaîne, j'aime les liens typologiques. Je le dis tout le temps, la typologie. C'est bien pour ça qu'on fait de l'art et c'est pour ça qu'on fait de la philo. C'est la même chose. Nous sommes incapables de tout digérer. Ce sont les bactéries qui le font. Idem pour certaines plantes. Et notre intérieur n'est pas notre intérieur. Large question métaphysique, certes, mais la question se règle encore d'une autre façon plus drôle. Oui, notre intériorité. Je ne parle pas d'un point de vue métaphysique ou psychologique. Notre intériorité n'est pas notre intériorité. Et là, je laisse la parole à mon ami qui est le directeur du musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, Thierry Malvézy, qui est un spécialiste en géologie à la base, mais qui te résume bien sûr l'histoire de la vie à sa façon. Il existe des plantes pré-carnivores, c'est-à-dire des plantes qui ne vont pas au bout du processus, des plantes qui n'ont pas les enzymes pour digérer. Nous, on n'a pas les enzymes pour digérer. On n'est pas capable de digérer ce que nous mangeons. On n'a pas les enzymes qui font le boulot. Par contre, c'est les bactéries qui le font. On a à peu près entre 500 et 1000 espèces différentes de bactéries qui sont des prokaryotes, des organismes sans noyau cellulaire qui vivent dans nous. De toute façon, quand vous partez de la bouche et que vous ressortez à l'anus, vous faites le circuit, vous n'êtes jamais à l'intérieur de nous. Vous êtes à l'extérieur, puisque c'est une invagination. Là, je suis à l'extérieur, là, je suis à l'extérieur, et là aussi. C'est une invagination. L'intérieur, c'est quand il y a assimilation, au moment de l'estomac notamment, où l'estomac est poreux, et là, les organismes qui sont digérés dans l'estomac sont drainés à l'intérieur, cette fois-ci, de notre corps, pour alimenter tout ce qui doit alimenter, le rein, le foie, etc. Mais tout notre tube, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, le grand côlon, jusqu'à l'anus, c'est à l'intérieur physiquement de notre corps, mais ça ne nous appartient pas. Et c'est là que se trouvent entre 500 et 1000 espèces de bactéries différentes, des bonnes et des moins bonnes. On en jette énormément via les crottes, mais c'est l'appendicite qui les régénère. Et moi, ma génération, tout le monde se faisait enlever l'appendicite, on se disait que ça ne servait à rien. Et en fait, on vient de s'apercevoir que c'est l'appendicite qui recrée des bactéries. Du coup, on est obligé de bouffer des yaourts à longueur de journée pour compenser la bêtise qu'on a faite il y a quelques années. Donc celle-ci, c'est pareil, c'est des plantes qui n'ont pas les enzymes pour digérer, donc du coup, ils ont une symbiose avec des bactéries comme nous. Pas mal, hein? Du coup, ça remet en question un petit peu tout le hashtag MeToo, non? Je sais pas. C'est une invagination. Il n'y a pas de pénétration. Je sais pas si c'est valable au tribunal, ça. Ouais, ça aurait déjà été fait, à mon avis. On va revenir au ciel, hein, je crois. Car, après tout, c'est envers cela en quoi nos plantes tendent. Le ciel. Alors. Le binôme Thomas d'Aquin-Ptolémée est intéressant parce qu'on va placer au-delà de la sphère des fixes, hein, donc ces étoiles qui ne bougent pas, contrairement aux planètes, hein, l'étymologie vagabonde, hein, ces planètes qui se déplacent dans le ciel, eh ben, il y a une autre sphère par-dessus toutes les autres sphères qui contiendraient l'univers, si vous voulez, la sphère des fixes. Cette sphère est dite anastrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'astre, qu'elle ne porte aucun astre. C'est celle du premier mobile. La tradition théologique place donc une 10e sphère, ultérieure à la sphère des fixes, nommée l'Empyrée. L'Empyrée. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'Empyrée ? C'est là que Dieu, les êtres bénis et célestes résident. Immédiatement sous celle-ci se trouve le ciel cristallin. Ce qui est justement apporté après le passage de la Genèse 1:7. Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. La cosmologie est donc quelque peu adaptée au dogme. Deux mondes hétérogènes sont régis par les lois différentes. Pourtant, la plénitude de l'univers implique qu'ils se touchent et que le mouvement de le monde céleste occasionne celui du monde terrestre. Toujours la même idée.
Contrairement au mouvement naturel des corps sublunaires, terrestres, de la génération et de la corruption, le mouvement céleste ne s'achève pas dans le repos naturel après s'être trouvé en dehors. Les sphères sont dans un mouvement circulaire perpétuel. Il faut donc que le moteur des sphères célestes soit autre que ceux des mouvements naturels. Tout ce qui est mu par une autre chose, et chaque cause est plus parfaite que son effet. Quelle entité pourrait endosser ce rôle ? Pour chacun des mouvements éternels, il doit exister un moteur tout aussi éternel et immatériel. Les théologiens arabes et chrétiens ont intégré cette idée païenne à leur angéologie et les moteurs des sphères. Ces substances plus parfaites que les âmes humaines sont devenues les anges. On va prendre un peu cette idée païenne, que ce sont des esprits, des intelligences, des anges chez les chrétiens, qui bougent les astres. C'est très résumé. Mais il ne faut pas oublier que les anges sont des moteurs externes et non internes. Il y a un débat théologique autour de l'idée que les sphères ont des âmes. Thomas n'aborde pas le sujet. Il dit que la réponse importe peu. Aristote n'étant pas non plus tout à fait convaincu. Enfin, je pense. En fait, ils font des systèmes, puis il faut trouver des solutions pour un petit peu mettre tout le monde d'accord, et puis essayer de trouver des solutions aux contradictions possibles. Petit détail rigolo encore, Thomas d'Aquin, toujours lui, a rejeté l'idée que les corps célestes sont mus par une nature interne, semblable à la lourdeur et la légèreté qui meuvent les corps terrestres. Attribuer des âmes aux sphères était théologiquement controversé, car cela pourrait en faire des animaux. Si un corps a une âme, c'est un animal. Vous vous souvenez, la boucle est bouclée. Des animaux. Comme quoi, quand on prend l'héritage des anciens, l'héritage antique, l'héritage aristotélicien dans ce cas, eh ben, on se pince les doigts. J'adore. C'est tellement génial. C'est tellement... Ça fait fonctionner la tête, c'est génial. Et fusionner plantes carnivores, philosophie, art, dessin, astronomie, botanique. Voilà, c'est ça la mysticosphère. N'oubliez pas une chose, les amis. C'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier.